Monsieur Lucien Guilao, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Les temps changent. 1985-2020, c'est le même Lucien? Un peu plus vieux, mais avec toujours le même esprit vivace, vif et combatif. Je rappelle que vous avez été le premier footballeur professionnel de notre pays. Absolument. Après le Gabon, le Portugal. Effectivement. C'était Le football était une passion, il fallait que je l'assouvisse. Mais vous continuez quand même à suivre à distance le football? Oui, je suis disons, amateur de foot, mais de l'autre côté, je suis dans le public, dans la critique, mais ça va, j'adore toujours le football. Et vous accompagnez le développement? J'essaye. C'est ce qu'on va parler ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est un homme connu sous différentes casquettes, plutôt, je vais dire sous différents maillots. Il a été footballeur professionnel, pétrolier, il a été agent de communication, acteur politique, ministre de la République. Depuis 5 ans, il participe à la mise en application du programme gouvernemental dans la formation, le perfectionnement et l'apprentissage. Lucien Bendou Guidao est bien le directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement. En cette période de crise où l'emploi est menacé, comment l'Office adapte ses instruments, ses outils pour répondre aux besoins des entreprises? C'est la question que nous posons à notre invité. Bienvenue dans l'entretien de Coloma. Merci de nous accepter chez vous avec notre invité de prestige, M. Guilao. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur vous, c'est que aussi vous avez une maîtrise en économie. D'ailleurs, l'économie du développement, c'est votre domaine de compétence. Exactement. C'est en cela que vous continuez à travailler, à accompagner les ressources, le développement des ressources humaines de ce pays. Avant de venir à ce que vous faites, aujourd'hui, comment se manifestent les menaces de cette crise sanitaire sur l'emploi et sur les entreprises? Ben, comme vous le savez, cette pandémie est la grande inconnue, n'est-ce pas? Quand on a abordé l'année 2020, on l'a abordé avec beaucoup d'espoir et soudainement, nous avons été frappés par la Covid-19 pour laquelle on ne savait presque rien. Il y avait de la panique partout. Et les entreprises, par le principe de précaution, certaines entreprises ont préféré débaucher pour raison de chômage technique. Certaines ont préféré faire des rotations dans le travail. Et tout ça impacte le développement, impacte la croissance négativement. La croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est quand on travaille qu'on produit de la valeur. Et lorsqu'on travaille moins, il y a moins de valeur. Et évidemment, ça impacte la croissance. Aujourd'hui, tous les secteurs ont été impactés, comme vous le savez. Et nous, en premier, nous travaillons avec les entreprises formelles et les entreprises informelles. Nous avons nos cibles. Pour renforcer leurs compétences, à mieux rendre. Exactement, exactement. Tous les acteurs de l'économie nationale sont nous avons aussi la mission de perfectionner ces ressources humaines, d'adapter la formation de ces ressources humaines aux besoins de l'économie nationale. C'est un travail de contact. C'est un travail de contact, surtout dans l'informel où il faut former des centaines de femmes, des centaines de jeunes mensuellement. Et c'est beaucoup de contacts, c'est beaucoup d'échanges d'expériences. Et il va falloir mettre son intelligence, c'est pour ça qu'on a fait des études, mettre son intelligence à l'épreuve pour s'adapter au nouveau contexte. Donc, justement, parlant d'études là, toute cette énergie que vous déployez l'année dernière, quand même, on vous a vu assez sur le terrain auprès notamment des femmes, à les transformer. Mais est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que vous constatez effectivement que cet effort participe aujourd'hui à accroître la croissance ou bien à soutenir au moins les ménages? Essentiellement, oui, parce que nous avons des retours des directeurs des ressources humaines, des directeurs de formation et aussi le retour des cibles de l'informel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, quand on arrivait à la tête de l'ONFPP, on était marqué par une crise de confiance qui existait entre nos cibles et nous. Parce que ces cibles ne voyaient pas... Les entreprises, vous voulez dire? Les entreprises et du secteur formel et du secteur informel ne voyaient pas un peu l'apport de l'ONFPP sur le plan opérationnel sur le terrain. Il a fallu faire un gros travail de communication, un gros travail sur nous-mêmes pour essayer
d'avoir déjà chez nous des ressources. Rassurer les uns et les autres. Exactement. Mais pour ça, il faut qu'on ait chez nous même ressources humaines compétentes et en quantité suffisante. C'est ce qu'on a fait. On a essayé de se replier sur soi-même, de se donner les outils, de se donner des valeurs, de se tracer un chemin. Ce qu'on appelle le plan stratégique. Ces ressources-là, vous les avez eues où? Localement, hein. Il y a des jeunes qu'on a recrutés, des jeunes qui sortent de l'université, qu'on a formés et qu'on a recrutés et qui font le travail à merveille. C'est ce qui nous a permis... Souvent, on a tendance de dire qu'on n'a pas de compétences locales. C'est une fausse idée. On a des compétences locales, il faut les mettre en valeur, les utiliser et les motiver. N'est-ce pas? Une compétence locale ne peut t'apporter ce que tu souhaites que si elle est motivée, formée et motivée. La motivation, c'est tout ce qui est élément de salaire, de motivation, de prime. Et à l'ONFP, on a mis tout ça en place. Est-ce que le coronavirus est venu balayer comme ça là tout ce capital, la confiance que vous étiez en train de construire? Non, la confiance entre nous et les cibles existe toujours. La preuve, c'est que les plans de formation arrivent toujours. Pas plus que jeudi, j'étais en réunion avec une grande banque de la place, la BCGI, pour voir dans quelle mesure on pourrait satisfaire leur plan de formation. Dans le contexte actuel, on s'est mis d'accord. On va signer un protocole et on va essayer de les satisfaire. La BCGI, c'est quand même une grosse boîte. Et quand une boîte comme ça vient vers vous, c'est que vraiment vous avez démontré que vous valez la peine, qu'ils peuvent avoir confiance en une institution publique. En général, ce n'est pas le cas, surtout venant des multinationales. Ils peuvent avoir confiance en une institution publique qui fait le travail comme il se doit. En ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour garder un peu Pour les entreprises, on a eu des discussions la dernière fois avec un réseau de directeurs de ressources humaines. Ils sont organisés dans une association de directeurs de ressources humaines. On a eu un entretien via Zoom de 2 heures et nous avons essayé de discuter, de s'écouter, de dialoguer. Et à l'issue de ce dialogue, l'ONFP va acheter une application, essayer de mettre une application faite sur mesure pour pouvoir faire de la formation continue en cette période de Covid-19. Donc maintenant, vous êtes à l'étape de mise en place de nouveaux outils, de nouveaux instruments pour continuer à Exactement. C'est valable pour le secteur formel. Pour le secteur informel, où le contact est permanent, nous essayons de réduire le nombre des bénéficiaires et de faire ces apprentissages en tenant compte de toutes les mesures barrières, distanciation, kit de lavage des mains, port de masque et protection. Je pense qu'avec ça, on pourra former, même si on forme moins qu'avant, mais il faut qu'on continue à former. L'implication de tout ça, c'est que ça va demander plus de ressources qu'avant, parce que tu formes 50 personnes avec le même coût que pour former 100 personnes. Donc aujourd'hui, nous nous devons, en tant qu'établissement public, les établissements publics, pour rappel, vous l'avez dit, nous sommes des sous-traitants de l'action gouvernementale, nous devons la faire. Le gouvernement essaie d'apporter quelque chose aux entreprises en cette période de Covid et nous devons de faire dans l'esprit du gouvernement parce que nous sommes des acteurs, des sous-traitants de la politique gouvernementale. Est-ce que les entreprises publiques bénéficient un peu de votre expertise? Souvent, c'est le président même, il se plaint. Absolument. Il a des compétences. Il ne faut pas confondre entreprise publique et fonction publique. La fonction publique est adossée au centre de perfectionnement des travailleurs qui est au ministère de la fonction publique. Mais tous les établissements publics, à jour de leur cotisation, bénéficient. Nous avons fait de la formation pour la société navale, pour le port autonome, pour plusieurs entreprises publiques. Et qui, je vous l'avoue, nous aide parce qu'en contribuant, en cotisant à l'ONFPP, elle nous apporte les ressources qu'il nous faut pour satisfaire. Il y a une obligation pour les entreprises de mettre quelque chose? C'est légal. C'est légal. Et pour information, l'ONFPP existe depuis 1986, avril 1986. Donc c'est une des toutes premières après le changement de régime à exister. Mais n'a pas toujours apporter ce qu'il fallait, n'est pas aller au bout de son potentiel. Et aujourd'hui, vous êtes avec peut-être cette courbe de l'épidémie qui s'affaisse là, vous êtes préparé à relancer exactement, parce que la période de panique est passée. Aujourd'hui, nous en savons encore un peu plus
sur cette épidémie. Nous savons ce qu'il faut faire pour se protéger au maximum et on doit vivre avec, comme on le dit. Vivre avec, ça ne veut pas dire de ne pas respecter les mesures barrières. Vivre avec, c'est travailler en se protégeant au maximum et essayer de faire redémarrer l'économie. Parce que il ne s'agit pas de lutter contre la Covid et puis de sombrer sur le plan économique. Il faut essayer d'aller de pair en luttant contre la Covid et aussi en produisant de la valeur. Vous avez disparu pendant cette période de panique aussi? Absolument, absolument. On a été confinés. Pour la part, à l'ONFPP, dès mars, on a ramené tout le personnel à la maison parce que les entreprises aussi avaient paniqué. Nous dépendons des entreprises. Les entreprises, si elles disparaissent, nous disparaissons. Donc, nous revenons aujourd'hui parce que les coûts de tous les fonds des entreprises pleuvent, parce que les plans de formation reviennent, parce qu'il y a quand même des entreprises qui ont réfléchi, qui disent qu'est-ce qu'on doit faire. Nous avons eu la discussion avec Holcim, qui est l'ancien ciment de Guinée, qui nous a proposé quelque chose. Toutes les entreprises essaient de mettre à disposition des moyens pour pouvoir continuer la formation continue, même si ça entraîne des coûts, mais c'est nécessaire de continuer. On ne doit pas... Vous qui êtes expert un peu des compétences, aujourd'hui, dans quoi vous demanderez, vous inciterez les entreprises à investir en termes de développement de ressources humaines? Bon, les entreprises, normalement, une entreprise s'adosse sur son plan stratégique. Elle a des objectifs stratégiques. Elle a ses objectifs. L'atteinte de ces objectifs permet à l'entreprise de croître. Donc, en fonction de ces objectifs, elle émet des besoins de formation. Et ce sont ces besoins que nous satisfaisons. On a abandonné l'optique catalogue. On ne vient pas déposer un catalogue à l'entreprise, on dit vous devez former vos personnels en ça. Non, c'est l'entreprise elle-même qui, en fonction de ses objectifs stratégiques, met ses employés en formation. Nous les aidons. C'est notre rôle d'aider les entreprises à identifier leurs besoins de formation et à élaborer les plans de formation qui correspondent à ces besoins. Sachant que ces besoins de formation ont été évalués à l'issue d'entretiens individuels de formation pour permettre à l'employé non seulement d'être meilleur, d'être compétent, de tenir son poste, mais aussi à l'entreprise de bénéficier de ces compétences nouvelles pour être plus compétitif sur le marché. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons à nos collègues, enfin, à nos partenaires, c'est d'éviter d'accorder de la formation à tel employé ou tel employé parce que c'est son beau-frère, parce que c'est son frère, parce qu'il lui dit bonjour tous les jours. La formation récompense, c'est ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, la formation doit être un investissement parce qu'après, on attend un retour sur investissement. Au-delà de la formation, on ne prétend pas être la solution, mais on fait partie de la solution. Au-delà de la formation, il y a tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui relève de la compétence des directeurs des ressources humaines pour pouvoir maintenir leurs employés, la fidélité, pour pouvoir fidéliser leurs employés. Nous ne sommes pas à l'heure du bilan, avec ces 5 ans passés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des modèles, des exemples d'entreprises qui, en faisant appel à votre expertise, ont réussi un peu à se révolutionner, à provoquer du changement, à être plus productive, pour se rassurer qu'effectivement il y a de la valeur à l'interne en Guinée? Oui, ben, nous avons l'exemple le plus frappant, c'est que les plans de formation, quand nous sommes arrivés en 2015, il y avait peut-être 5 ou 6 plans de formation qui nous revenaient des entreprises. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine, une soixantaine de plans de formation qui arrivent. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui contribuent mais qui ne présentent pas de plan de formation. Ça nous va parce qu'on fonctionne à la demande. Mais aujourd'hui, le nombre de plans de formation qui nous revient afin que nous les financions sont 4 ou 5 fois plus élevés qu'il y a 5 ans. Donc ça mesure le degré de confiance que ces entreprises ont. Maintenant, nous avons à l'ONFPP un service qui va devoir faire du travail en cette période de Covid-19. C'est par n'importe quel moyen aller évaluer l'impact des formations que nous avons financées en 2018, en 2017 auprès des entreprises formelles et informelles. Savoir si, un exemple simple,
Paul est venu en 2019 pour être formé en bureautique dans le cadre de son boulot. Nous irons voir sur le terrain si ce que Paul a appris en 2019, il l'utilise déjà et si ça plaît à son employeur. Et si, à travers cette formation, Paul a été meilleur et si l'entreprise a eu un peu de valeur grâce à ce perfectionnement. Peut-être qu'aussi que Covid a dû ouvrir beaucoup plus d'opportunités. Absolument. Qu'il faut saisir. Absolument. Il y a toujours des opportunités. Aujourd'hui, nous nous lançons vers les nouvelles technologies de la communication. Donc, ça va être l'opportunité ici, c'est d'utiliser le maximum d'outils en termes de communication. Le digital, le numérique. Et ça. Monsieur Bendou Guilao, merci. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont suivi cet entretien de Coloma. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.